Cette conférence de presse organisée à l'initiative du mouvement Tournons la page section Niger vise à lever un coin de voile sur l'organisation prochaine du Forum international sur le rétrécissement de l'espace civique en Afrique. Les deux conférenciers ont entrepris d'entretenir les journalistes sur le pourquoi de ce forum, sur son contenu et sur la qualité des animateurs du forum. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas voir avec les autres pays pour qu'il y ait une synergie d'action entre ces pays-là pour qu'on puisse trouver la solution, pour que l'espace civique soit réouvert dans l'espace CEDEAO. Et vous le savez, nous avons une première expérience, le fait que notre camarade Sadat Ilia, qui était arrêté et détenu de façon arbitraire à Zander, nous avons saisi la cour de la CEDEAO, la cour de justice de la CEDEAO, où nous avons eu des gains de cause. Et vous avez pris connaissance de l'ordonnance. Ça aussi, c'est une expérience à partager avec les autres pays pour qu'ensemble, on puisse effectivement donner plus de pouvoir à cette cour de justice de la CEDEAO. À l'issue du forum, nous allons trouver les voies et moyens qui nous permettront évidemment de faire face à cette restriction-là. Et comme je l'avais dit, nous ne nous attendons pas à ce que les oppresseurs fassent les choses comme ça automatiquement. Ça n'existe pas. Parce que la liberté n'a jamais été gratuite. Il faut se battre. Et c'est ça que nous allons organiser, cette lutte-là que nous allons organiser, en vue évidemment de jouir de nos libertés. Les deux conférenciers se sont ensuite prêtés aux questions des journalistes, des questions qui ont trait aux causes et aux conséquences des actes liés au rétrécissement de l'espace civique en Afrique. Pour revenir sur votre question, si on ne peut pas manifester, c'est que quelque part la justice n'a pas voulu. Parce que les gardiens des libertés fondamentales sont les juges. Les juges peuvent autoriser. Si on n'a pas pu, c'est qu'on n'a pas réussi à avoir un juge qui a autorisé une manifestation. Je vous informe et je vous rappelle, en 2009, on a eu des juges qui ont l'habitude d'autoriser en 2009. C'est la même justice. Malheureusement, à partir de 2018, on n'arrive pas à avoir un juge qui peut autoriser. Et les gardiens des libertés, ce sont les juges. Ce forum intervient un an après l'application par le mouvement TLP du Niger du rapport sur le rétrécissement de l'espace de liberté au Niger. Le prochain forum se veut, lui, au-delà du Niger, une tribune pour faire, d'une part, le pose des actes alimentant ces phénomènes inquiétants de l'absence de liberté d'expression, de réunion en Afrique, et de l'autre, pour trouver la formulation la meilleure pour contrecarrer les dix actes. Canal Plus Niger a procédé hier à la remise des cadeaux aux heureux gagnants du premier groupe de la promo Festival des cadeaux chez Canal Plus Niger. Les moments forts donc de cette cérémonie avec Youssouf Haïdara. C'est en présence d'un huissier de justice que s'est déroulé les premiers tirages et remises des cadeaux aux heureux gagnants de la promo Festival des cadeaux de Canal Plus. Pour Canal+, le Festival des cadeaux est une opportunité de récompenser la fidélité de sa clientèle. Le tirage concerne tous nos abonnés sur l'ensemble du territoire. Cette promotion s'inscrit dans la dynamique de rendre accessibles nos produits et services à la majorité de la population nigérienne et surtout aussi de récompenser la fidélité de nos abonnés. Cette promotion, c'est des lots à gagner, mais c'est également la baisse du prix du kit. Donc le kit simple, il est à 8 500 et le kit complet à 13 000. Et pour tout réabonnement des Access, l'abonné profite de 15 jours à tout Canal+. C'est le festival des cadeaux pour récompenser nos abonnés. Et dans ce festival de cadeaux, il y a plusieurs lots. Vous avez des moutons. Vous avez de 1 200 000 les téléviseurs et des abonnements. Pour les heureux gagnants de ce premier tirage, c'est la joie totale. Je ne m'y attendais pas. J'ai reçu un coup de fil hier, on me dit que je suis parmi les heureux gagnants de passer aujourd'hui, donc franchement c'est bien. C'est pour la première fois que je gagne quelque chose au niveau du Canal+. Je crois que je ne fais pas partie des anciens abonnés, mais j'ai près de 10 ans d'abonnement. Je ne sais pas si dans
C'est avec quelle chance moi j'ai gagné, je ne sais pas. C'est que je suis rigolo quand même. Je n'ai pas raté depuis près de 10 ans là. C'est hier que les agents de Canal Plus m'ont appelé pour m'informer. J'ai gagné un mouton. Je suis très heureuse. Et surtout, en prélude à la fête de Tabaski. Je m'abonne toujours aux formules Access avec 5500 francs. Je conseille à tous les abonnés de se réabonner à temps. La promo Festival des cadeaux a été lancée le 25 mai dernier et se poursuivra jusqu'au 30 juin prochain. Pour accéder, c'est simple. Il suffit de se procurer d'un kit simple ou complet Canal+, pour les nouveaux abonnés. Et pour ceux ayant déjà leur abonnement, simplement se réabonner. L'agence de voyage pour le Hajj et la Umrah Babul Hajj est déjà de plein pied dans le processus du Hajj 2023 à travers justement la formation de ces pèlerins. Pour renforcer la formation, l'agence Babul Hajj a procédé à une simulation des différents rites du Hajj. D'autres détails avec notre confrère de la télévision nationale. Pour effectuer le Hajj, il n'est pas seulement question d'y prendre part, mais aussi d'y aller avec un bagage intellectuel en ayant toutes les connaissances nécessaires. L'agence de voyage Hajj et Umrah Babul Hajj l'a démontré en initiant cette formation pratique qui consiste à faire une simulation du Hajj. Une pratique qui intervient après 8 mois de formation. Au niveau de l'agence Babul Hajj, chaque année on fait 8 mois de formation pour que au moins les candidats au Hajj puissent maîtriser leur tawhid, la lecture du Saint-Coran et les rites du Hajj. Pour cette sortie, c'est la deuxième partie qui concerne la pratique. Nous avons commencé d'abord à la mosquée Amir Sultan, là où on a pris l'intention de la Umrah. Après, nous sommes venus à la grande mosquée pour faire les rites du Tawaf et Safa et Marwa. Cette simulation qui a d'abord commencé de la Médine à Mikat, accompagnée des invocations, prières et intentions avant les étapes de la Mecque pour les rites suivants, a été appréciée par les futures pèlerines. On a eu la chance de commencer la formation un peu tôt. Et par la grâce d'Allah, on ne peut pas dire qu'on a tout cerné, mais quand même on a compris. On a compris l'essentiel. La formation, elle est très impeccable, vraiment, parce que les pèlerins arrivent à comprendre au moins le minimum et surtout les ascars, les doigts qu'il faut au lieu qu'il faut. J'ai trouvé que vraiment elles ont beaucoup assimilé. Donc je peux dire que... Et surtout qu'elle fait ça sous forme de macaranta. Oui. J'ai fait ça en 2014 et sincèrement en 10 ans, moi j'ai pas reçu de formation comme celle-là que j'ai suivie. Après donc ces 8 mois de formation théorique et pratique suivie de cette simulation, l'on peut sans risque de se tromper dire que les pèlerins de l'agence Babul Hajj sont prêts à effectuer le voyage et à affronter les rites du Hajj à la Mecque. Allahumma labbaika umratan. Allahumma labbaika umratan. Autre aspect de cette édition, nous vous proposons ce soir dans cette édition un zoom sur la commune rurale de Fareille, une commune située à environ 75 km au sud du département de Dosso. D'autres précisions avec Boubacar Amadou et Mohamed Djouli. Une des communes du département de Dosso, la commune rurale de Fareille, est située à environ 75 km au sud du chef-lieu du département, avec une population estimée à plus de 42 000 habitants. Au recensement général de la population de 2012, la commune partage la frontière avec plusieurs communes du département de Dosso, de Dogandouchi et de Gaïa. Donc, au nord
et la commune rurale de Goroubankassan et la commune rurale de Dosso. Donc à l'est par la commune rurale de Tessa, et département de Dosso, et de Djundju, département de Djundju. Et au sud, la commune rurale de Yelo, toujours c'est le département de Gaïa. Et à l'ouest, par la commune rurale de Sambera et de Golé. Et la commune compte 40 300 habitants au recensement de 2012. Donc, ce qui peut faire aujourd'hui, peut-être qu'on aille dans les 50-60. On a 50 villages administratifs et 4 tribus près. Cette population composée de diverses ethnies mène des activités agro-pastorales et économiques. La commune rurale de Faray est composée des Jarma, des Hausa, des Touaregs, des Peuls. Oui. Ici, c'est une commune agro-pastorale. Donc, on pratique l'agriculture, on pratique l'élevage. Il y a aussi le commerce et un peu la chasse. Il y a aussi, on produit aussi du miel. En matière d'infrastructure, la commune ne dispose que de celles sociales. Il y a 7 centres de santé, les CSI là. Il y a aussi 2 cases de santé. On a aussi un CS. Mais à part ça, concernant les domaines de l'hydraulique, les autres demandes et domaines, donc c'est dans le département de Dosso. Cette population, à majorité éleveurs et agriculteurs, a bénéficié d'une station de pompage dans l'aire de pâturage réalisée par les partenaires techniques et financiers qui œuvrent dans le domaine. Une infrastructure qui, selon la mairesse, va contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population et du cheptel. La tension qu'il y a entre les éleveurs et les agriculteurs, ça a beaucoup diminué ça. Si je peux dire, même ça a mis même fin à cette tension. Parce que avant, les éleveurs et les agriculteurs, tout le monde a bref pisse l'eau sur les mêmes puits du village. Et aujourd'hui, avec l'arrivée, la construction de cet ouvrage-là, vraiment les animaux sont d'un côté, il y a aussi la population qui est d'un côté. Avant, pour qu'une femme ait de l'eau dans la matinée, il faut se réveiller à 4 h du matin pour aller commencer à se mettre dans le rang sur les puits. Mais aujourd'hui, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, vraiment, avec la construction du mini AEP par le projet Flexis, ça a mis fin à ce problème-là dans ma commune, spécialement dans le village de Faray. Grâce à l'engagement et à la détermination de la mairesse, le chef-lieu de la commune a bénéficié d'un réseau pour l'électrification du chef-lieu de la commune. USAID contribue à la participation accrue des citoyens aux processus gouvernementaux au Niger à travers les projets Jagorenki et Chiga dans les régions de Maradi et Zander, dans le but de mettre en avant les activités mises en œuvre dans le domaine de la gouvernance, paix, cohésion sociale et le projet USAID Sahel en collaboration avec la communication en compagnie donc de la presse écrite, en contact avec les 2 projets dans leur zone d'intervention pour savoir un peu plus sur les appuis dont bénéficient les communautés pour s'impliquer dans les instances décisionnelles. Hussein Assoumi et Hassan Abdoulaye pour les détails. C'est une première pour la population de la région de Maradi, particulièrement celle de l'arrondissement communal 3 de la ville, qui désormais participe à la gestion budgétaire des quartiers avec les conseillers et la mairie. Grâce à l'approche participative utilisée par le projet USAID Chiga dans cette commune, un climat de confiance s'est créé entre les deux. Le projet USAID Chiga, c'est un projet vraiment qu'on peut apprécier. C'est un projet qui intervient vraiment dans le domaine où les collectivités territoriales en ont besoin, puisque qui parle de collectivités territoriales parle d'un budget. Et un budget, si vous le maîtrisez, vous connaissez le sens et l'application du projet, vous les appliquez en fonction des consignes données, donc là vous en sortez tête haute. La population a un regard sur ce que la mairie est en train de faire.
Au début, les jeunes ne savaient même pas est-ce qu'ils avaient l'autorisation de venir à la mairie demander. Mais cette fois, on a fait un projet avec eux. Ils ont participé, ils connaissent presque tout ce qui doit être fait. À tout moment, ils peuvent venir au niveau de l'exécutif demander à quel niveau on est de l'exécution du budget. À 27 km du chef-lieu de la région, dans la commune de Chadokori, au niveau du CSI, la synergie d'action vulgarisée par les acteurs locaux et le comité de veille citoyen avec l'appui du projet USAID Jagoranti a permis de réduire les prix de prestations de soins de santé et des évacuations sanitaires. Un peu plus loin dans la même commune, au niveau du village de Wangarawa, Shiga a permis aux femmes du groupement Hadenkai, grâce à une formation organisée en leadership et en communication, de s'impliquer dans les comités décisionnels locaux. Cette initiative, donc, on a accueilli ça vraiment très positif parce que ça nous a permis d'avoir un changement au sein du CSI. On fait jusqu'à 2 millions. Et tout ça là, c'est avec la communauté, donc avec le CVC. Donc on a pu renouveler ce défi. De Jagoranti dans ça, c'est eux les facilitateurs, c'est eux qui m'ont proposé la porte de sortie aussi. On a arrêté les coûts des accouchements, c'était à 1100 francs. Donc avec aussi les référencements avec les ambulances. Parce que dans le temps, c'était à 10 000 francs pour partir à Gidarumchi. Sur Maradi, c'était à 8 000. On a ramené ça à 6 000 francs. Nous sommes devenus autonomes grâce à Shiga qui nous a formés sur la propriété des maisons et des enfants. Nous vendons de l'eau et versons l'argent dans la caisse afin de participer à la gestion du comité. À notre tour, nous sensibilisons les autres femmes. Intervenant principalement à Zenderville, l'ONG Amitié Éducation Développement AED, créée en 2013, fait partie des bénéficiaires des prestations de Shiga. Un partenariat qui lui a permis de créer une certaine proximité avec les OSC. L'activité que nous avons menée en consortium avec l'organisation des femmes leaders pour mener une activité sur la mobilisation de ressources en termes de plaidoyer, mobilisation de ressources en faveur de l'éducation, la santé et l'assainissement. Nous avons amené le maire à signer un manifeste que voici, à l'issue duquel il a pris un engagement de rehausser de manière sensible le taux que nous avons pu identifier sur une période de 5 ans. Ces visites de la caravane de presse Gouvernance, Paix et Cohésion sociale organisée par USAID et SICI dans ces zones d'intervention des deux projets ont permis aux journalistes de mieux comprendre les objectifs de Shiga et Jagoranti financés par l'USAID. Place à présent à votre rubrique Actu sur le web. C'est avec Balima Bourema. Très bonne réception. Au revoir. Actu sur le web, c'est en compagnie de Balima Brema. Balima, bonsoir, merci de me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Aminatou Yayamaïga, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 24 mai 2023. Balima, nous débutons ce numéro d'Actu sur le web avec le matinal Niger.com qui estime qu'Issoufou Mamadou a oublié son principal collaborateur lors de la présentation du prix Mou Ibrahim vendredi dernier. Éloge à tous les niveaux, un seul homme a été oublié, Brigitte Raffini, Premier ministre 10 ans durant. Il a été au demeurant la pièce essentielle du dispositif qui a permis à Issoufou Mamadou de mener à bien son mandat dans une relative paix sociale, de stabilité et de sérénité. Homme de pain, il a œuvré 10 ans durant à raffermir l'unité nationale, la paix sociale dans le respect de l'ordre. Discret et efficace, estime le matinal, il a géré avec calme et intelligence toutes les reprises qu'a connues
ce pays durant le deux mandats de Issoufou Mahamadou, de la crise scolaire de Zander en passant par celle du pétrole à Difa, celle dite Charlie à Niamey et Zander, celle dite Bagalam à Niamey. Brigitte Raffini a donné le meilleur de lui-même pour éviter le pire en notre pays. Parfois, contre son camp, il a tranché. Cet homme qui s'est tué à la tâche n'attend certainement aucune reconnaissance en dehors de celle du peuple nigérien, mais Issoufou Mahamadou aurait dû au moins le citer nommément lors de cette cérémonie, tant son action ou ses actions, son sens de l'État ont été le socle sur lequel a été bâti ce prix Mo Ibrahim. Les Nigériens ont remarqué que Issoufou Mahamadou a certes remercié les députés, les présidents d'institutions et autres ministres, mais chacun s'attendait à entendre de vive voix l'ancien président de la République dire grand merci à l'Inturbané, comme on l'appelait lors de ses premières heures de sa nomination. Celui-là même qui est le vice-président de la fondation Issoufou Mahamadou, mais qu'à cela ne tienne, fidèle et loyal, Brigitte Raffini était dans la salle, comme ceux qui avaient eu raison d'être dans la salle. Mais même le président de la République, Bazoum Mohamed, qui a fait de lui secrétaire exécutif de la SENSAD, ne l'a pas appelé lors de son discours. Cet oubli vient rappeler une chose, le PNDS a des historiques, Brigitte Raffini, tout premier ministre comme qu'il avait été, n'en est pas un. La preuve, les premiers à être associés et remerciés pour ce prix sont les amis de 20 ans d'opposition, conclut le site lematinalniger.com. Agence Cofin.com pour sa part nous apprend que notre pays compte sur la mine de Dassa pour retrouver sa place de leader dans la production de l'uranium en Afrique. Le Niger n'est plus le premier producteur d'uranium depuis 2016 au profit de la Namibie, alors que sa production a baissé sous la dernière décennie face à celle du pays d'Afrique australe. Le Niger compte sur de nouveaux projets comme Dassa pour tenter d'inverser la tendance. Au Niger, la compagnie minière Global Atomic a publié le 23 mai une mise à jour de l'estimation des ressources minérales MRE de son projet d'uranium Dassa. Par rapport à la dernière estimation de juillet 2019, les ressources minérales indiquées du projet ont augmenté de 50% pour atteindre 109 millions de livres d'uranium. Quand on y ajoute les ressources minérales inférées qui ont baissé de 19% à cause de l'intégration d'une partie dans les ressources indiquées, le projet Dassa héberge désormais 160 millions de livres d'uranium. Notons que la nouvelle estimation n'inclut pas les ressources minérales en surface et se concentre sur les ressources souterraines. La société a l'intention de mettre à jour le plan de mine et l'étude de faisabilité de Dassa d'ici la fin de l'année en utilisant la nouvelle MRE ainsi que les coûts réels de l'exploitation minière et les coûts d'investissement de l'usine de traitement, indique Stéphane Roman, PDG de Global Atomic. Pour rappel, Dassa fait partie des projets qui devraient relancer la production nigérienne d'uranium après la fourniture de certaines mines ces dernières années. Avant même l'entrée en production de la mine, son propriétaire canadien a déjà conclu des accords de vente de plus de 250 millions de dollars sur la future production, conclut le site agencecofin.com. Ici, Beyrouth.com indique que la France veut adopter de nouvelles attitudes face aux Russes de Wagner présents au Mali. Supplier au lieu de remplacer, la nouvelle doctrine des forces françaises au Sahel pourrait ainsi être résumée en ces termes. Un changement de stratégie depuis l'arrivée au pouvoir au Mali et au Burkina Faso des militaires anti-français. Depuis, les anciens de l'opération Barkhane ont renforcé une discrète coopération avec le Niger voisin. Une opération qui porte déjà ses fruits, estime ici Beyrouth.com. Un changement de paradigme nécessaire après le départ du Mali un changement de paradigme nécessaire après le départ du Mali des militaires français de l'opération Barkhane sous la pression des militaires qui ont fait appel aux mercenaires russes de Wagner, quoi qu'ils en défendent. Le Burkina Faso voisin, également dirigé par des militaires, a quant à lui exigé en janvier le retrait des forces spéciales françaises de son territoire et se retrouve dans le viseur de Wagner. Pour moins prêter le flanc aux critiques contre la présence militaire en Afrique de l'ex-puissance coloniale,
le président Emmanuel Macron a ordonné une action collant strictement aux demandes spécifiques des pays concernés et restant à bas bruit. Une consigne respectée à la lettre au Niger qui accepte en retour 1500 militaires français sur son sol pour faire monter en puissance ses armées, alors que le groupe État islamique au Sahara EIS a regagné du poil de la bête à la frontière malo-nigérienne. Engagé dans une montée en puissance de leurs forces armées nigériennes qui doivent atteindre 50 000 hommes en 2025, puis 100 000 en 2030, le Niger semble être satisfait. L'opération franco-nigérienne Al-Mahou dans la région de Tilaberi a déjà porté ses fruits positifs, fait valoir le colonel Grégoire Servant, commandant de la base aérienne projetée française de Niamey. Drones et avions de chasse français décollent quotidiennement de Niamey pour appuyer les opérations nigériennes au sol. Et un séminaire a récemment réuni Français et Nigériens sur l'usage de leurs drones respectifs, Reaper américain pour les premiers, Bayraktar turc pour les autres, estime le site ici Beyrouth.com. Enfin, hors de chez nous, selon news.1.org, plus de 7 millions d'enfants ont besoin d'aide alimentaire dans la corne de l'Afrique. Plus de 7 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition et ont besoin d'une aide nutritionnelle d'urgence, et plus de 1,9 million de garçons et de filles risquent de mourir de malnutrition sévère. Alors que la région sort de l'une des pires sécheresses depuis 40 ans, les communautés vulnérables ont perdu leur bétail, leurs récoltes et l'ensemble de leurs moyens de subsistance au cours des 3 dernières années de pluies insuffisantes. La crise dans la corne de l'Afrique a été dévastatrice pour les enfants, a déclaré Mohamed Fall, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Si les pluies ont retardé le pire, elles ont aussi provoqué des inondations, le sol desséché étant incapable d'absorber les grandes quantités d'eau, ce qui a entraîné de nouveaux déplacements, un risque accru de maladies, de perte de bétail et de dégâts aux cultures. En Somalie, les premières estimations indiquent que les crues soudaines et les inondations fluviales ont touché au moins 460 470 personnes, dont près de 219 000 ont été déplacées, principalement dans les zones inondables, et 22 personnes ont perdu la vie. Dans toute la région, 23 millions de personnes sont confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. Le nombre d'enfants souffrant de malnutrition sévère ayant cherché à se faire soigner au cours du premier trimestre de cette année reste beaucoup plus élevé que l'année dernière et devrait rester élevé encore pendant un certain temps. Outre les besoins nutritionnels, les conditions météorologiques extrêmes, l'insécurité et la pénurie ont également entraîné des conséquences dévastatrices pour les femmes et les enfants, aggravant le risque de violences sexistes, d'exploitation sexuelle et d'abus, estime le site news.un.org. Malima, vraiment, merci pour toutes ces informations. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Monsieur, dame, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information de votre chaîne. Bonne soirée, excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.